Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet de notre épisode de présentation de vos hosts Super Potion, Distill News, mais enfin Bottlefield Show pour le coup. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir mon co-host Ludovic Mornan de Studio Blackthorn et Super Potion. Donc c'est moi qui joue le rôle d'intervieweur ce soir et lui le gentil interviewé. Du coup, première question, j'imagine tu t'en doutes déjà, mais déjà peut-être une petite présentation, un petit background de qui es-tu finalement, Ludovic? Oui, évidemment que je m'en doutais. Qui suis-je? Ludovic Mornan, enchanté. Je suis fondateur et brand stratégiste chez Studio Blackthorn, une agence de communication lyonnaise qui existe depuis 2010 maintenant. Et je suis également animateur du podcast Super Potion, qui devient petit à petit un écosystème vraiment à part entière, spécialement conçu pour les startups. Donc voilà, et puis également co-host sur The Bottlefield Show avec toi depuis août, il me semble, août 2021. Voilà, pour faire court. Voilà, et c'est donc le 12e numéro de ce podcast. Donc si vous n'avez pas vu les précédents, bah écoutez, faut y aller. Hein, il y en a 11 à voir, ouais. Il y en a 11 à voir, dont celui où moi je me présente, qui était le précédent. Voilà, donc c'est Black Friday, profitez-en, c'est gratuit. Voilà. Sur ce, putain, j'espère que j'ai pas des notifs de téléphone. C'est pas grave. Du coup, je t'ai emprunté ton super quiz de Super Potion et je me dis, bah voilà, tu fais que faire ça chaque semaine ou toutes les 2 semaines à tes invités. Donc, ouais. À ton tour de passer sous le grill. En plus, je me suis bien marré à les écrire. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est facile à répondre et en fait, je vais ça va peut-être être dur. Allez, c'est parti. Porte de la Chapelle ou Whitechapel? Whitechapel. CNews ou Distill News? Distill News. Sega ou Nintendo? Nintendo. Google Alphabet ou Facebook Meta? Google Alphabet. Ok. Street Fighter ou Mortal Kombat? Street Fighter. De Turbo. D'accord, c'est très précis. Dorothée ou C'est pas sorcier? Dorothée. Brain Sans Dead. hésitation. Brain Dead ou Evil Dead? Brain Dead. Ah, la bonne référence. Avec Bad Taste. Ouais. Attention, là, il y a 3 choix là cette fois. Tahiti, Australie ou Hawaï? Tahiti. Tahiti, très bien. Canette ou bouteille? Canette. Attention, celle-là, elle est pointue. Stratégie sans exécution ou exécution sans stratégie? Stratégie sans exécution. Ok. Greenwashing ou Greenwashing ou Black Friday? Eh ben, Black Friday, hein. Éthique ou esthétique? Esthétique. Allez, avant-dernière, celle qui montre tous mes talents d'écriture. Grande barrière de corail ou voiture-bar dans un train corail? Grande barrière de corail. Et enfin, la plus dure, je pense, peut-être pour toi, si tu devais en garder qu'un, Super Potion ou Studio Blackthorn? Studio Blackthorn. Okay. Mon bébé depuis 11 ans maintenant, donc ouais, assurément Studio Blackthorn. Ouais. Bah alors du coup. Génial. Génial, ouais. On va justement enchaîner sur ça, puisque j'ai vu que tu avais un background plutôt visuel, qui du coup est né avec Studio Blackthorn, et que tu avais du coup pivoté vers le branding. Donc est-ce que tu pourrais peut-être expliquer peut-être la genèse un peu de Studio Blackthorn, ce que c'est, et qu'est-ce qui fait que tu passes plutôt d'une partie graphique, graphisme et tout, à une partie branding maintenant? Ouais, carrément. Et du coup, Studio Blackthorn, c'est né
Tout simplement parce que globalement, je suis sorti, j'ai eu mon BTS, j'ai fait des études d'art, hein, j'ai eu mon BTS en école d'art appliqué et j'ai travaillé peut-être un mois après avoir eu mon BTS, c'était pendant les grandes vacances, mais voilà, j'avais la niaque, il fallait que je m'y mette tout de suite. Et du coup, j'ai travaillé comme ça dans 3 différentes web agencies à l'époque, à partir de 2007, donc ça commence à faire maintenant. Et de fil en aiguille, ouais, j'ai jumpé d'un siège de motion designer à graphic designer, à web designer, tout ça. Et à un moment donné, on m'a débauché d'une entreprise pour aller dans la nouvelle, sauf que on m'avait pas prévenu qu'elle était déjà en liquidation judiciaire avant même que je sois embauché. Ce qui D'accord. fait que ça a duré peut-être 3 mois ou 4 mois. Et je me suis retrouvé licencié économiquement comme ça, un peu du jour au lendemain, sans qu'on sans qu'on me paye, etc. Et c'était un peu dur. Donc, au final, tu te retrouves au chômage. Tu as 2 ans et demi, 3 ans derrière toi de background en agence. Donc, j'avais déjà appris énormément de choses en web développement, CSS, HTML, en design, tout ça. Et, euh, et là, tu te dis qu'est-ce que je fais? Je suis au chômage. J'ai droit au chômage pendant 6 mois, je crois, ou un an. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me la coule douce? Est-ce que j'essaie de créer quelque chose? Est-ce que j'essaie de retrouver direct une autre agence? Et je crois qu'en fait, ouais, le fait d'avoir un boss au-dessus de moi, un boss final, hein, comme j'aime appeler ça dans Super Potion, ça me saoulait un peu. Je suis pas trop dans la hiérarchie, dans ce genre de choses, dans les rapports de force, j'aime pas du tout ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi, tu as peut-être assez de background. Alors ça, c'est ce que je croyais à l'époque. Et en fait, je me suis lancé. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant avec Pôle emploi, mais ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais pris, on pouvait choisir de partir avec le quart de tout ton pactole Pôle emploi pour pouvoir débuter Ouais, ta boîte, lancer ta boîte. C'est l'ACRE, je crois, ou l'ARS, ça s'appelle l'ARS, et c'est C'est même peut-être l'ARS parce que 50%. l'ACRE, Je crois que c'est 50% ouais, même de tes en fait, c'est droits. 50% que tu as directement. Et donc, dans les 50%, tu as 25% que tu as directement et 25% que tu as 6 mois après, si jamais ça marche bien et que tu veux continuer là-dedans. Donc, Oui. en fait, ça fait un quart au final au début, un quart 6 mois après. Et du coup, je me suis dit, bah, génial, ça me fait un apport d'à peu près 10 000 euros. Donc, c'est parfait pour me lancer, etc. Sachant qu'au final, j'avais besoin que de ma tête et de clients, quoi. Donc ça, c'est bon, c'est le truc le plus important et le plus compliqué. Mais voilà, donc je me suis lancé comme ça. J'ai eu des premiers clients de bouche à oreille. J'ai eu la chance de travailler directement pour la maman d'un pote qui travaillait avec Nestlé, etc. Donc c'était un bon premier projet. Et puis de fil en aiguille, voilà, c'était des clients en tout genre, du web development, de la création de sites internet. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé pour tout type de clients, mais vraiment, quand je dis tout type, c'est immobilier, magicien, nourriture pour chevaux, D'accord. le truc où tu as un peu du coq, passes du coq à l'âne. Et à un moment donné, en 2011, il y a la société, la distillerie Massenet qui m'a approché parce qu'à l'époque, ils voulaient refaire leur site internet. Donc Massenet, c'est une marque de liqueurs et d'eau de vie très connue dans le monde entier. Enfin, ils sont à Fougerolles. Enfin non, Massenet à Dieffenbach, c'est dans le sud-est, vers Strasbourg, tout ça. Mais ils ont été rachetés par les grandes distilleries Pereux qui font notamment Griotine, etc. Mais bon, en tout cas, à l'époque, ils m'ont contacté et ils voulaient clairement refaire leur site web parce qu'ils avaient une nouvelle vision pour leur marque. Et à l'époque, j'étais typiquement dans la tendance du parallaxe scrolling. C'est cette tendance qui n'a pas trop évolué parce qu'elle est toujours un peu là. Alors, c'est un truc vraiment de graphisme, mais c'est cette idée que quand tu scrolles, tu as plusieurs calques les uns sur les autres et ça défile pas à la même vitesse. Donc, ça donne une impression un peu comme les dessins animés en 2D, quoi. Ça fait un petit effet de profondeur. Et ça, c'est Nike Better World. C'était le site de Nike qui ont mis ça en place à l'époque en 2010. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de fou. Il faut que je me niche dans les sites en parallaxe scrolling. Et à l'époque, il y avait globalement que moi qui le faisais parce que c'était il y a 11 ans.
Donc, je m'étais un peu niché dans juste ce genre de site-là et j'en ai fait plein pour plein de gens. Et quand Massenet ont vu ce type de site web, ils voulaient ce genre de choses. D'accord. Et au final, à partir de 2012, j'ai travaillé avec Massenet, les distilleries Peureux et toutes les distilleries, tout leur écosystème à eux. Et j'ai travaillé avec eux pendant près de 7 ans, du coup, jusqu'à ce que je parte en Australie en 2019. Et donc, clairement, pour moi, créer des univers graphiques, ça me plaisait trop, du branding, des nouvelles marques, etc. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant très longtemps pour eux. J'étais après embauché à mi-temps chez eux en tant que responsable du pôle design. Donc, D'accord. la refonte de tout leur site web avec plus de 600 produits. Vu que j'avais un background dans le développement, c'était un site en Magento, tester plein de choses. Donc, j'ai pas mal de connaissances en développement pur aussi. Et voilà, donc ça, c'était pour tout le background web design, graphisme, etc. Et quand je suis parti en Australie, ça a été un peu la prise de risque ultime parce que j'étais super confort au final. J'avais un emploi à mi-temps avec un salaire qui payait bien, même à mi-temps. De l'autre côté, j'avais mon auto-entreprise avec Studio Black Sounds. Donc, j'étais vraiment pépère, quoi. Et je faisais un truc qui me plaisait. Donc, c'était en Donc, parallèle. il n'y avait aucun souci. Ouais, j'avais 20 heures à faire pour eux. Et puis, l'autre partie de mon temps, c'était du pur bonus, freelance. Donc, j'étais très bien. Et du coup, j'ai décidé de partir avec ma compagne pour triper un peu aux alentours de la trentaine, parce que c'est pas comme ça que. Du coup, c'est quelle année ça, le départ 2019. 2019. Donc, okay. c'était. Ça reste très récent. Ouais, ça reste récent, pile avant le Covid. Enfin, 1 an avant le Covid, pardon. Et donc, on est arrivé à Melbourne. Et là, donc, grosse prise de risque, j'ai dû démissionner, forcément. Je suis arrivé à l'autre bout du monde. Je me disais que ça le ferait, qu'il n'y aurait pas de souci, tout ça. Et puis, en fait, j'ai commencé à voir que tous mes clients commençaient à être réticents juste parce que j'étais loin. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, avant l'arrivée du Covid, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait sentir ou percevoir. Les gens ne faisaient pas confiance parce que tu n'étais pas physiquement là. Alors qu'au final, dans ma vie, j'ai vu que 10% de mes clients en vrai, même quand j'étais en France, quoi. Donc, pour moi, dans tous les cas, ça n'avait pas de sens. Il y a peut-être le décalage horaire qui ne facilite pas, mais bon, en fin de compte, c'était juste un petit détail. Et de fil en aiguille, je commence à avoir moins de gens, moins de clients, où les clients habituels ne reviennent pas forcément, ou même moi, je finissais par virer des clients, si je peux dire, parce que le fit n'allait plus, ou la vibe n'allait plus, ou voilà, où je voulais me refocus sur des choses différentes. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est dur. Le pays est cher, je suis loin de tout le monde. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer de trouver un travail. Je suis senior en graphic designer. 10 ans d'expérience, ça peut le faire, quoi. Je me disais pas que ça serait compliqué de trouver un job là-bas. Sauf que les anglo-saxons, ils sont très forts pour te dire oui ou non avec le sourire, tout en sachant pas qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc, en fait, j'ai eu plein d'interviews, de rendez-vous où je pensais avoir le job et en fait, ils me disaient, ouais, on vous rappelle, et puis jamais de réponse, jamais de job. Ils étaient très chauvins d'eux-mêmes, même s'ils voyaient un peu la valeur ajoutée qu'un Français pouvait apporter en Australie. Au final, ils étaient quand même pas chauds, quoi. Donc, je me suis retrouvé un petit peu dans la merde, clairement, à l'autre bout du monde. Et les choses se sont pas déroulées comme prévu, même si on visitait le pays et c'était très beau, tout ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, je me suis dit, OK, au bout de 10 ans de freelance, ça fonctionne plus. Qu'est-ce que tu as appris au bout de 10 ans au lieu de juste améliorer tes compétences en design et en développement? Et là, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser, à lire 2-3 livres, à regarder 2-3 vidéos. Alors, quand je dis 2-3, c'est multiplié par 1000, hein, parce que une fois que tu as le pied dedans, tu t'en lasses plus. Et au final, j'ai commencé à me dire, OK, tu es un graphiste parmi tant d'autres. D'accord. Il n'y a rien. Tu es bon dans ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien qui te différencie. On va t'appeler, on va te dire, est-ce que tu peux nous faire un. Ça joue au niveau du prix, quoi, au final. Voilà. Il y a tellement de concurrence que les gens prennent le moins cher. Ouais. Et pourquoi ils feraient le contraire? Il y a pas de.
n'y a aucun problème avec ça, sauf qu'il y a un problème pour moi vu que j'avais beaucoup moins de projets, de contrats qui signaient, quoi. Et du coup, je me suis dit, OK, comment faire? Et en fait, je me suis dit, qui est-ce que tu veux vraiment servir après toutes ces années, après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a vraiment un client ou une niche particulière pour laquelle tu as envie de travailler? Et je me suis dit, bah oui, au bout de 7 ans à travailler pour des spiritueux, des liqueurs et tout cet univers-là, je me suis dit, lance-toi spécifiquement dans la boisson. D'accord. Et du coup, à partir de 2019, j'ai pivoté essentiellement sur la boisson avec 2-3 projets food aussi, plus alimentaire, mais qui restent un peu quali et pas forcément, enfin, qui restent liés avec la boisson. Mais en tout cas, boisson à 95%. Et du coup, j'ai fini par creuser et créer mon expertise autour de ça pour devenir petit à petit quelqu'un d'incontournable ou en tout cas qui connaît très bien son domaine. Donc, si tu veux m'appeler pour faire un site internet de bouteilles de white spirit, ça ne sera pas avec moi. Au final, ce sera voilà. Si tu veux faire je sais pas, des boules de Noël et créer un site internet là-dessus, ça ne sera pas avec moi non plus. Enfin, tu vois. Je suis focus uniquement boisson maintenant et ça me va très bien. Et j'ai compris au final que ça a pu me faire pivoter et devenir quelqu'un de plus intéressant pour cette niche et cette industrie. Donc voilà pourquoi j'ai pivoté. Pour faire court, après tout ce monologue, pourquoi j'ai pivoté de design uniquement à brand strategy, parce qu'au final, à l'époque, je voulais faire du beau, du design, de l'esthétique. Et il y a un côté égo aussi où tu veux avoir le portfolio le plus stylé du monde pour que tu sois le seul à réputer ou avec de la notoriété. Et en fait, je me suis rendu compte que j'écoutais pas le client en faisant ça. C'était juste pour moi, juste pour ma gueule, juste pour avoir des beaux projets. Et j'ai pivoté dans la brand stratégie pour réellement écouter le client et lui fournir ce qu'il veut. Et arrêter de le blâmer parce qu'il me dit de mettre le logo trop gros et que ça me saoule parce que je trouve que ça va être moche. Au final, il n'y a plus du tout ça dans mon esprit. Il y a vraiment de l'écoute, de l'empathie et un projet qui a du sens et qui est drivé stratégiquement. Voilà, désolé pour cette longue tirade. Non, mais je crois que le côté prix, c'est un peu le problème avec beaucoup d'agences qui développent des spots de pub juste pour se faire kiffer, où tu as le côté caricatural pour aller tourner une pub, comme tu as un peu dans 99 francs, quoi, le côté on va tourner une pub pour yaourt au Brésil, quoi. C'est exactement ça. Où on va faire des trucs juste pour être beau dans les festivals de publicité, mais qui finalement, côté conso ou même pour le client, n'ont pas grande valeur, quoi, à part effectivement booster l'ego. J'étais assistant directeur artistique à Euro RSCG, donc qui est devenu Havas 360. Et c'était typiquement ça. En fait, tu avais la sphère créatif, concepteur, rédacteur et pub. Et ils arrivaient avec plein d'idées. Ils étaient foufous et c'était génial. Et j'étais dans cette team-là. Et puis après, tu arrives dans la salle de réunion avec le côté stratégique, marketing, très terre à terre. Et au final, OK, c'est parfait. Vous êtes fait plaisir, mais on va pas faire ça, quoi. Au final, c'était pour Oscillococcinum à l'époque. C'était un spot de pub pour ce produit-là. Et puis au final, c'est parti d'un brief ultra créatif à un truc de très cool. Au final, le mec, il prend son oscillococcinum, son écharpe, elle s'envole, et puis ça y est, le spot final, quoi. Donc il n'y avait rien de... Ouais, tu vois la pub. Et il n'y avait rien de fou et de créatif là-dedans. Et du coup, je me suis dit, putain, et c'est ça être créatif dans une boîte de pub au final. Donc bon, après, et du coup, alors, c'est la vie. Donc graphisme, tous ces devs de sites web, je pense que tout le monde visualise bien. Est-ce que tu peux définir rapidement ce que tu entends par brand stratégiste exactement? Brand stratégiste, c'est écouter le client et trouver une solution à son problème majeur, à son obstacle, et en fonction de son budget, de son objectif. Et c'est pas forcément être focalisé sur du scope. Donc, quand je dis scope, désolé, c'est plus des livrables. Généralement, on va venir vers moi avec j'ai besoin d'un site, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin.
Et le client n'a pas forcément besoin de ça. En fait, il a besoin de quelque chose peut-être de plus important, peut-être de plus. Ce qu'il a besoin, c'est d'augmenter ses ventes. Ce qu'il a besoin, c'est d'optimiser sa visibilité. Enfin, il y a toujours quelque chose de plus. Il y a toujours un objectif un peu plus grand que juste un listing de variables et de livrables. Donc, en fait, mon but, c'est vraiment de comprendre ce qu'il a besoin, peut-être même inconsciemment, du coup, en demandant pas mal de fois pourquoi tu as besoin de ça, pourquoi, tu es sûr, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que... donc, mon but, c'est vraiment pas de prendre l'argent des gens et leur dire, ouais, je peux te faire ça. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant 5-10 ans où tu es là, tu dis, ah, vous avez un site internet, il est vieux, hein, il faut le refaire. Alors que non, peut-être que le site internet, il est vieux, mais il fonctionne comme ça et s'il faut faire des choses, c'est autre chose. Donc, le brand stratégie, c'est quelqu'un qui va comprendre où en est la boîte, où elle veut aller et qui va diagnostiquer d'abord tout ça pour ensuite donner des perspectives, des insights, des feedbacks, du conseil sur quelle est la bonne stratégie à adopter, quel est le bon outil à développer ou la belle identité à designer. Mais en tout cas, c'est d'abord une roadmap complète de ce qu'il faut faire et pourquoi. Et le client ne le voit peut-être pas au début. Il voit peut-être ça comme du bullshit ou non, mais on l'a déjà fait en interne. Sauf que tu l'as déjà fait, mais tu n'es pas brand stratégiste. Donc, tu l'as peut-être mal fait. Donc voilà. Et au final, le but, c'est d'investir un petit peu au début pour économiser au fil des années. Donc, c'est sûr que si ta boîte, tu veux qu'elle dure 1 an ou 2 ans, bon, bah, tu n'as pas besoin de brand stratégie. Mais si tu bâtis quelque chose qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, tu as besoin de réfléchir directement pour éviter un rebranding quand ta marque va marcher. Parce que ça, c'est ce qui arrive tout le temps. Tu commences comme toute startup, tu ne mets pas assez dans la strat, et au bout de 2 ans ou 3 ans, ça marche bien, tu dois te retaper tout un rebranding, et là, ce n'est pas le même prix après. Donc, je pense donc voilà pour moi. Ce qui est peut-être le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne se posent pas la question nécessairement de pourquoi ils font ce qu'ils font, et ils ne se posent pas non plus la question des objectifs qu'ils ont. Et par conséquent, quand ils font des choses, s'ils n'ont pas défini en amont bien leurs objectifs et pourquoi ils le font, ils font juste... si on est dans les boissons, par exemple, des fois, tu te dis, mais pourquoi ils font une soirée de lancement ou quoi c'est quoi l'objectif derrière, quoi? Est-ce que si l'objectif c'est juste de payer des coûts à tout le monde, objectif rempli. Par contre, si le but c'est de la notoriété, des ventes en plus ou quoi, peut-être que c'est là que tu réalises que effectivement c'était peut-être pas une soirée qu'il fallait faire, c'était peut-être autre chose, c'était peut-être quelque chose de plus profond, une réflexion sur tout ça. C'est vraiment de la verbalisation en fait. C'est de la psychanalyse ou de la psychothérapie de marque, clairement. C'est tu fais sortir un petit peu tout ce que tu as en tête pour mieux le cadrer ensuite, quoi. Et puis je trouve les gens peut-être voient pas toute la valeur qu'il y a derrière, parce que clairement, dès que tu sais pourquoi tu fais quelque chose ou quels sont tes objectifs, ça va guider absolument tout ce qui suit, et tu ne vas plus te poser de questions, tu vas juste ok, est-ce que ça répond à mon objectif, est-ce que ça va dans le sens que je veux aller, et du coup voilà, au-delà de juste effectivement vendre des bouteilles en plus, hein. Mais voilà, du coup toi tu m'avais pointé sur le côté no bullshit la semaine dernière, que moi ce qui en regardant tes trucs, un truc que j'ai vu dégager, c'était peut-être un côté engagé. Peut-être sur le côté, c'est pour ça que je te demandais grande barrière de corail, ce genre de choses, ou greenwashing, parce que j'ai le sentiment que toi, ce qui est sous-jacent dans ce que tu fais aussi, c'est le côté plus environnement. Alors dis-moi, est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est quelque chose... Alors le côté environnement, c'est quelque chose à la base auquel je pensais pas du tout. Et au fur et à mesure, quand tu vis, quand tu t'intéresses, quand tu vois le monde dans lequel tu vis, quand tu commences à vivre dans des pays anglo-saxons, notamment en Australie, où tu vois que il y a beaucoup de végétariens, il y a aucun, on te montre pas du doigt. Alors je ne suis pas végé, mais en tout cas, je fais attention à ma consommation de viande, parce que quand tu fais attention à ça, ça va faire un peu plus attention à la planète, et puis à la souffrance animale, et puis à tout ce genre de causes qui sont un petit peu plus grandes que toi. Et petit à petit, je me suis recentré sur qu'est-ce qui a vraiment du sens, pourquoi tu es là sur la Terre, etc. Des questions spirituelles
de créatif éternel. Et puis oui, quand tu vis proche de l'eau, alors quand j'étais à Lyon, ça ne me le faisait pas, mais voilà, quand tu vis proche de l'eau, là, c'était la Great Ocean Road, le fameux spot à la fin du film avec Keanu Reeves, là. Point Break. Attends, je me souviens même. Point Break, ouais. Putain. Pourquoi je me souviens plus de ça, quoi. La fameuse plage de Point Break, où après vivre à Tahiti, là c'est encore un déclic supplémentaire où là j'ai fini mon niveau 2 de plongée, donc je peux le plonger à 40 mètres maintenant, c'est cool. Bravo. Et tu vois des choses extraordinaires, quoi. Tu vois des raies, t'entends des baleines, tu vois des requins, et tu commences tu comprends un petit peu plus la faune, pourquoi il faut préserver tout ça. Et du coup, je me suis dit que je vais faire le même travail que je fais pour mes clients. D'accord. C'est que j'ai commencé à réaliser qu'il faut que je soutienne une cause aussi parce que je suis un designer de packaging aussi. Le packaging, au final, c'est un produit qui va s'accumuler, qui va être produit, qui va peut-être pas être recyclé derrière, qui va faire toujours plus de matière et qui va être nocif au final pour la planète. Donc, je fais pas du greenwashing du tout, mais j'essaie juste de réfléchir à comment je peux avoir un impact là-dedans. Donc, j'essaye d'avoir des super guests dans Super Potion qui sont aussi impliqués là-dedans et de m'intéresser d'interviewer certaines personnes qui sont dans le développement durable ou dans le recyclage, ou dans des démarches un petit peu environnementales. Et à partir de 2022, j'aimerais bien reverser 1% de mon salaire, faire partie de 1% for the Planet, pour pouvoir après sélectionner mes associations. J'aime beaucoup Surfrider parce que je suis in love du Pays Basque. Ils sont là-bas, ils font des actions pour ça. Après, il y a peut-être des actions sociales aussi qui pourraient être intéressantes parce que la planète, si elle est détruite par l'homme, au final, elle finira par se régénérer, mais pas l'homme. Et du coup, peut-être que les causes sociales sont aussi, voire plus importantes que les causes environnementales. En tout cas, tu peux pas tout faire et tout choisir, donc il faut sélectionner ton parti pris. Mais voilà, en tant que designer de packaging, j'estime qu'on a aussi un rôle très important sur l'avenir, sur comment on produit, sur produire des bouteilles qui ont un verre peut-être plus léger, moins épais, arrêter de faire des coffrets qui servent à rien. On en parlait sur des autres épisodes avec le marketing éthique, mais en tout cas, voilà, faire des étiquettes avec moins de papier, avec moins d'encre, avec des encres végétales. Donc, je dis pas que tout ça est facile à mettre en place. En tout cas, c'est des idées qui sont là et qui sont constamment derrière ma tête. On va dire à tel point que je vais recentrer ma niche sur des entreprises à mission aussi, petit à petit avec Studio Black Sounds et des entreprises éco-responsables. S'il y a une entreprise chinoise qui va me demander de faire des bouteilles PET en plastique pour un soda, je dirais non, clairement, voilà. Ok, c'est renforcer le positionnement, parce que justement, c'était la question derrière, c'était un peu ça, c'est autant, je sais pas, sur une distillerie, sur une marque, on va dire, c'est facile de se positionner, de dire ok, on fait des emballages moins lourds, on fait des trucs 100% recyclables et tout. Côté producteur, donc c'est des choses assez évidentes. Côté bar, tu as des bars aussi qui mettent ça en avant, genre anti-gaspi, on va tous les déchets de la cuisine, on va s'en servir pour faire nos cocktails, ou 100% de ce qu'on utilise pour les cocktails va être utilisé pour autre chose, et ainsi de suite. Et autant sur une partie plus communication et compagnie, c'est là que je me demandais comment tu fais vivre ces trucs-là, mais ok, j'ai compris. Donc c'est plus en posant des questions aux clients, justement. On travaille beaucoup sur la cause. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de juste je veux faire une recette de hard seltzer parce que c'est la tendance. Pour moi, tu vois, quand on me dit ça, je dis bah non, enfin, soit tu trouves une cause et un truc qui fait que tu vas aider les gens, soit on travaille pas ensemble. Parce que je déteste les opportunistes et je travaille avec des gens qui sont passionnés, qui sont acharnés et qui veulent vraiment du bien aux autres et à la planète. Donc voilà, on s'acharne justement à trouver une cause et quelque chose qui fait sens avec le background de chacun pour que chacun vive de sa passion et qu'il se lève au jour le jour avec cette
vigueur et cette ferveur autour de cette mission, quoi. Ok, très bien. Et alors, sinon, si j'en reviens plus à tes projets, plus concrètement, donc j'ai vu que tu as fait, donc là par exemple, le truc le plus récent, c'est que tu mettais justement des images à dispo gratos sur Unsplash. Tu travaillais sur un mock-up aussi pour aider les boîtes à mettre en avant leurs produits sur des canettes qui ont l'air physiques et tout. Du coup, tu as fait ce projet là de 366 cannes pendant un an où tu designais tous les jours un packaging, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai vu que tu avais aussi fait un e-book sur les podcasts. Tu fais des formations par mail, des choses comme ça. Comment tu gères tout ça, justement? Comment tout ça... Je me fais submerger partout, pour être honnête. J'ai juste appris à travailler beaucoup plus en termes de temps. Je travaille beaucoup plus sur ma propre structure ou mes propres structures que pour mes clients. Ça ne veut pas dire que je travaille pas pour mes clients, ça veut dire que j'ai moins de clients, mais de meilleurs clients. Et ça me permet de me dégager énormément de temps pour développer mon business perso. Donc, en termes d'entrepreneurs, de porteurs de projets, tout ça, c'est quelque chose que je connais aussi. Et au final, j'ai trimé pendant 15 ans pour savoir quoi faire maintenant. Donc, c'est aussi quelque chose que je peux apprendre aux jeunes entrepreneurs qui se lancent et où se recentrer, pourquoi, etc. Clairement, en étant dans le marketing, tu fais que faire des expérimentations et après tu regardes les stats et tu vois si ça marche et puis tu refais des expérimentations, tu rechanges un petit truc et tu regardes les stats, et tu regardes si ça marche et tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans. C'est ton labo perso, c'est quoi. Un peu voilà, c'est exactement un laboratoire et c'est un truc vivant en fait. C'est comme du kombucha, tu vois. Ça s'arrête jamais de changer et c'est organique et c'est comme une marque moderne pour moi au final. C'est pas bim, on a changé un branding, il faut faire une campagne de com, il faut faire ci, pour moi, il n'y a plus de code dans ce monde un peu fou d'aujourd'hui et on va dire que je fais des transitions progressives à chaque fois de mes différents services, de mes différents écosystèmes. J'aime bien expérimenter, donc je suis le cordonnier mal chaussé, on va dire. J'enseigne mes clients à arriver sur le marché avec quelque chose de clean et de clair. Moi, je me permets d'expérimenter. C'est quand même c'est un peu ce côté photographe où tu apprends toutes les bases au début pour mieux t'en dégager ensuite. Donc, il y a ce côté-là. Donc, beaucoup de projets. Et donc, l'une de ces expérimentations, c'était le podcast Super Potion. Ça en fait partie, qui est peut-être, je sais pas, peut-être le truc le plus visible, le plus pérenne que tu aies fait. Je sais pas, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, comment tu es venu à faire ce podcast et voilà. Ouais, le podcast, c'est typiquement dans la lignée d'arriver à se nicher au final, d'arriver à exister dans cette niche parce que j'avais beau travailler pendant 7 ans pour des marques d'alcool, d'eau de vie, etc. Tu restes quand même le petit graphiste derrière la grosse boîte. Donc, en fait, t'es pas connu, t'as pas de réseau, pourquoi on viendrait à toi, etc. Donc, c'est ça aussi que je mets en place petit à petit. Donc, dès que je me suis dit, OK, tu te refocuses sur la boisson, là, dans ma tête, ça a fusé. Et en fait, c'est ça qui est fort aussi, c'est que beaucoup de gens croient qu'en se nichant dans un domaine d'expertise précis, on va se faire chier avec le temps. Parce qu'on va faire que ça pour tout le monde. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Tu plonges dedans et il y a 1000 autres portes qui s'ouvrent à toi. Et le mieux, c'est que tu connais de plus en plus ton sujet. Donc, en fait, tu as encore plus de choix, etc. Enfin, tu ouvres une porte et il y en a 10 derrière. Et c'est ça tous les jours. Et donc, du coup, là-dedans, je me suis dit, OK, tu es designer. Pour te prouver que tu sais encore designer, fais un petit challenge que peu de gens arrivent à finir parce que 366 design, c'est quand même pas easy. Mais du coup, je l'ai fait et puis ça m'a apporté pas mal de visibilité, plus, on va dire, internationalement que forcément en France. Mais en tout cas, ça a fait un peu rayonner tout ça.
Mais là, c'est vraiment juste du fun. Hein. C'est vraiment de la création du naming, de la création de branding, etc. Ça donne aussi une espèce de bibliothèque pour scroller et puis le client voit quel style il aimerait bien peut-être pour ses prochaines étiquettes ou autres. Mais ça, c'était purement du plaisir. Et le podcast, c'était le premier truc sérieux que j'ai fait. Donc, j'avais fait avec La Plante du Loup. C'était une cave à bière, un caviste bière à Lyon. Et vraiment, au début, ils me demandaient, mais est-ce que ça va être payant, etc. Enfin, eux non plus, ne savaient pas trop parce qu'ils n'avaient jamais été interviewés. Et puis, ça s'est super bien passé. Donc, je rappelle à tous, c'est totalement gratuit à écouter et à produire. Donc, s'il y en a qui m'écoutent là, ils peuvent très bien me contacter et me demander de passer dans Super Potion s'ils ont un produit de qualité ou un service cool. S'ils ont les mêmes valeurs que toi. Et s'ils ont les mêmes valeurs que moi, attention. Je pense que ceux qui nous écoutent, on a à peu près tous la même vibe, la même génération, le même type de valeurs. Donc, mais en tout cas, voilà, c'était le premier truc ciblé boisson, et en fait, ça m'a vraiment plu. Après, j'ai fait un truc plus sur les naming, donc j'essayais de remettre un petit peu mon expertise dans le lot. Et en fait, j'ai vite arrêté en me disant t'étais peut-être pas là pour parler de toi, et invite des gens, invite des porteurs de projets, des gens qui se lancent, et puis juste pose-leur des questions. Donc là, c'est plus un travail journalistique où tu vas un petit peu fouiller sur les gens, fouiller sur ce qu'ils font, et puis leur poser des questions. Et c'est super. Là, j'ai eu 2 personnes dernièrement. Les podcasts sont pas encore sortis, mais c'était Théodore de Brewing Theory. D'accord. Donc recette bière, et puis Marlène de H Theoria. Et donc c'est au final 2 créateurs, et c'était vraiment une très bonne ultra liqueur. Cool de les entendre parler. Ouais, c'est la liqueur, j'ai pas goûté, en tout cas elle a l'air très bonne d'après ce que tu dis. Et puis Théodore de Brewing Theory, il a l'air de faire des produits aussi super quali et très pointus. Donc quand tu interviews tous ces créateurs là, ça te remet des fois aussi un peu en place en disant putain, ouais, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font, et puis et c'est top de les entendre parler. Enfin, ça t'emporte un peu plus loin, etc. Ça peut te donner des idées. Donc le but du podcast au final, c'est d'aider les porteurs de projets, les start-upers, ceux qui se lancent, ceux qui veulent créer, de les aider dans leur création de marque pour qu'ils puissent se lancer avec plus d'outils, plus d'esprit, plus de créativité, enfin, qu'ils aient un petit peu peut-être 2-3 codes qu'ils n'auraient pas perçus comme ça sur comment faire les choses. Notamment, je pense à mon podcast avec Loop Mission sur comment fédérer une communauté autour d'une cause. Ouais, celui-là, c'était l'un des meilleurs. Avec son accent canadien, c'était assez cool. C'était complètement fou. Donc, c'est des gens qui font même du gin avec des chips ou des trucs comme ça, quoi. Donc, ouais, tant que l'aliment est recyclé, c'était très cool. Donc, en tout cas, ça donne des billes à ceux aux newbies, quoi, qui lancent leur campagne sur KissKissBankBank ou Ulule ou Mimosa ou Tudigo et qui savent pas comment faire au final, quoi mettre en avant. Même pour lancer une campagne de crowdfunding, faut bien crafter les choses, quoi. Sinon, ta campagne, elle réussit pas. Donc, il y a plein de dimensions comme ça intéressantes, et c'est free, quoi. C'est donné gratuitement sur Internet. C'est ce qu'on fait aussi sur ce podcast. Et il y a beaucoup de choses à picorer par-ci, par-là. Et donc, le but, c'est vraiment d'aider les start-upers, les millennials, la génération Z qui arrive à lancer leurs produits avec un maximum de billes sans rien payer du tout au final. Ok, non mais c'est franchement très appréciable, je recommande. Voilà. Je les écoute pas tous, j'avoue, mais régulièrement, et c'est très intéressant. Et puis il y en avait un sur la Wave qui était très cool aussi, si vous l'avez pas entendu. Avec Joséphine, ouais. Petite question, alors du coup, je sais que tu fais beaucoup pour ton travail, donc naturellement pour la stratégie, tu fais beaucoup de recherches sur les tendances. Évidemment, plus spécifiquement les tendances dans le secteur de la boisson. Tu as même un article assez complet là-dessus sur ton site. Est-ce que peut-être là, tu peux nous spoiler un peu, peut-être si tu as senti des trucs pour déjà 2022 ou nous parler de ça ou de Strive. Tu parles en tendance ou comment tu trouves ces tendances aussi. Tu parles de design spécifiquement ou de produits qui arrivent ou les deux.
Vous, après, plus sur ce dont tu es spécialisé, je pensais à la boisson en général, sans forcément penser à format ou recette ou Alors quoi. déjà, il y a un gros boom des canettes et ça va être de plus en plus. Et pour plus en plus de types de produits différents, à mon avis, la France commence doucement à se rendre compte que la canette, c'est pas si mal. C'est pas forcément associé qu'à la 8.6 et qu'on peut avoir des produits de qualité dedans et qu'au final, selon le produit, c'est pas forcément le conditionnement final. Si tu mets un vin en canette, tu vas le boire quand même dans un verre à la fin. Sauf si tu t'en fous un peu du goût, que tu fais un pique-nique et que tu es dehors avec tes potes. Mais là, c'est un autre délire. Tu n'es pas là pour déguster, tu es plus là pour partager un moment convivial. Mais en tout cas, je pense que le boom de la canette pour du kombucha, pour du hard kombucha, pour du hard seltzer, pour du vin, pour du saké, pour des spiritueux saké, aussi comme ça ça qui arrivent en vin. Donc, je pense que la canette, c'est cool. Ça ne veut pas dire que qu'il faut tout mettre en canette, bien évidemment. Faut peut-être aussi arrêter de dire que c'est recyclable à l'infini. Ça, c'est un truc que je vois partout. Oui, parce qu'il y a un argument soi, écologique aussi quand on met en avant. Il y a un argument écologique, mais je dirais que l'argument écologique, il est plus vrai, réel dans le stockage, dans le fait que c'est moins lourd au final, donc peut-être que ça émet moins de carbone, etc. Et puis pour la conservation et tout ça, c'est bien. Mais pour le côté recyclable à l'infini, je suis encore mitigé parce que même si c'est le cas, ça ne l'est pas parce que les systèmes ne sont pas encore de collecte, etc., ne sont pas encore bien traités. Il y avait je crois que c'était la Boucle Verte qui avait commencé une start-up, ils avaient levé des fonds et ils avaient mis la clé sur la porte avec un manifeste assez froid sur au final, ils ne pouvaient rien changer. Et c'était trop triste parce que leur mission était belle. Et ils s'étaient rendus compte que c'était pas si simple que ça, quoi. Donc, juste pour moi, c'est pas parce qu'on fait de la canette qu'il faut placarder sur son site recyclable à l'infini et tout. Pour moi, c'est un petit peu greenwashing et je pense qu'il y aura peut-être d'autres manières de voir les choses. Bon, ça c'est un petit aparté. Mais en tout cas, boom de la canette quand même. Ce qui va mettre en valeur mon 366 cans challenge. C'est cool. Mais merci Melbourne et les Australiens avec leurs produits fous. Qu'est-ce qu'on va voir? De plus en plus de catégories folles. Là, on parlait du hard kombucha il y a quelques épisodes. Je pense que on va pas arrêter sur l'innovation et sur les différents goûts. Et du coup, ce que je voyais beaucoup chez les anglo-saxons, c'était les designs, l'illustration qui revenait vraiment. Donc, ça fait peut-être entre 3 ans, 5 ans que l'illustrateur refait son apparition parce que c'était une discipline dans le design qui n'était pas, qui était un peu devenue invisible. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de sociétés corporate qui se sont réappropriées ça. Quand tu vas sur LinkedIn, par exemple, où tu vois des illustrations directes sur la page d'accueil, etc. Donc, tout ce côté illustratif revient pas mal. Et au final, pas mal d'illustrations en type BD. Tu racontes des histoires sur une canette parce que tu as vachement plus de place et tout. Par contre, attention à ça. Je pense que beaucoup de gens se lancent dedans pour les bières saisonnières, par exemple, ou pour plein de types de breuvages saisonniers ou intempestifs. Mais je pense que ça peut nuire à sa marque. Enfin, en tout cas, on peut ne pas se rappeler de toi juste parce que, enfin, c'est pas parce que tu as un beau design. C'est très complexe, ça fait beaucoup de bordel sur les étalages et au final, t'achètes, tu goûtes, tu te rappelles plus forcément déjà de la marque parce que ça cache la marque. Le design, si tu mets un monstre ou un dragon super bien fait, c'est joli, tu peux le garder dans ta collection, mais au final, la marque, elle est derrière en tout petit et tu t'en rappelles pas. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Plus gros le logo. Bien rester reconnaissable. Plus gros le logo. Là, je pense typiquement à Brewdog. Brewdog, ils ont réussi à faire un travail de com extraordinaire parce qu'ils ont leur bouclier, leur emblème, mais ils arrivent à être quand même un peu disruptifs dans leur manière d'être et ils font pas des illustrations dans tous les sens et ils sont quand même modernes et un peu cutting edge et ça reste identifiable. Donc ça, c'est très important. Après, en termes
En termes de tendance, je dirais que la typographie fait un peu son grand retour, ou en tout cas les gens commencent de plus en plus à apprécier ça, peut-être sur Insta ou même sur certains blogs, où la typo devient beaucoup plus folle, beaucoup plus funky. C'est comme si on faisait un retour aux années 70, mais dans les années 2021-22. Où des typos un peu dingues arrivent avec des formes un peu distordues, etc. Donc pas mal de jeux typographiques. Donc faites attention aux typos que vous utilisez, faites attention aux licences quand vous les achetez, et au final, faites-en vous faire des customs quand c'est possible. Là, je suis en train de faire un rebranding pour Loki Kombucha, la très bonne boisson de Sébastien et Nina, et on a travaillé sur une typo custom, clairement, pour se réapproprier la marque et pour avoir quelque chose une brand identity beaucoup plus identifiable. Et je pense que toute marque devrait avoir sa propre typo. C'est vraiment il y a un côté de fierté derrière après. Tu as ta typo, tu as tes caractères, et du coup tu as ta voix de marque derrière qui se retranscrit. Donc côté typographique, beaucoup pour moi. Et les couleurs un peu vives, un peu folles, peut-être des assemblages de couleurs qui ne seraient pas forcément... qui piquent un peu l'œil. Ouais. Mais ça, c'est typiquement nouvelle génération. Un peu glitché, ouais. Ouais. Donc, je vois. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Si on revient au packaging, le papier, c'est un truc que tu vois... on voit les bouteilles en papier, là, on voit des projets là-dessus, avec Silent Pool, avec Johnny Walker, avec Absolute Vodka. Il y a... Qu'est-ce que j'ai vu Il y a Bacardi qui avait fait ça aussi. Il y a bouteille, ou même Coca. Ah oui. Il y a... J'ai vu aussi des bouteilles en lin, c'est ça, en lin recyclé, ou je sais plus, enfin avec plein les bouchons compostables, les trucs comme ça. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as... C'est un peu ça fait un peu partie de la sphère design régénératif. Je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se mettent dedans pour essayer de voir s'ils font ça avec du maïs, avec du popcorn, ou essayer de faire en sorte que les cellules se régénèrent pour que ça soit compostable ou éco-friendly, etc. Après, par exemple, pour les bouteilles de Bacardi, j'en avais parlé avec des gens, et d'ailleurs, je ferai un podcast peut-être là-dessus avec des gens du packaging qui me disaient clairement que c'était du bullshit parce que certes, tu as du papier, mais le produit complet est composé de plein de matériaux différents, ce qui fait que ça rend le truc encore plus irrecyclable que d'autres produits. Parce qu'au final, tu as quand même une très fine couche de PET à l'intérieur, ou un matériau un peu bizarre, et ce qui fait que vu que tout est un peu emmêlé l'un avec les autres, tu sais plus où foutre ta bouteille, et que ça serait faussement écologique, bien que de l'extérieur, tu vois une bouteille en papier. Donc après, c'est comme juste méfiance. Mais il y a un docu sur Starbucks là-dessus qui parle pas mal de ça, de la catastrophe avec les gobelets Starbucks qui ont l'air en papier et tout, mais pour être étanche, il y a, je connais pas ça. Il y a évidemment, c'est Arte, je crois, qui a fait ça. Ça s'appelle Starbucks enfin, je sais pas, Starbucks sans filtre, un truc comme ça. C'est intéressant ça. À voir sur. Même Tetra Pak, Tetra Pak, c'est une ignominie de la vie. C'est un truc de fou parce que quand tu achètes ton jus de fruits, tu penses que c'est du papier, tu le mets dans le truc à recycler. Et là, on le voit très bien à Tahiti. Le recyclage, c'est un peu dur, et au final, les Tetra Pak, ils sont pas pris, etc. C'est le produit le plus bullshit du monde, et pourtant ils l'ont ultra bien marketé, et tout le monde pense que c'est du carton et tout, mais honnêtement, si vous voyez un petit logo Tetra Pak, faut pas acheter quoi. Donc, Et sinon, alors dans un tout autre style, est-ce que TikTok c'est pertinent, par exemple pour les spiritueux, pour toi, ou... Non. Ok. Non. C'est pas pertinent non plus pour le genre de clientèle que je veux attirer. Je m'y suis mis sur TikTok pour voir ce que ça donne. Et parce que pour mes canettes, il y avait des canettes un peu animées, tout ça. J'ai vu que je me suis réveillé un matin, j'avais, je sais pas, 1000 ou 2000 vues sur une canette animée, alors que sur Insta, j'avais 3 likes. Donc je me suis dit, ah ouais, il y a un algorithme sympa. Donc pour moi, à part l'algorithme... Puis ici à Tahiti, c'est un truc TikTok. C'est tous les coins de rue, tout le monde danse, etc. Et tous les âges, c'est ça qui est un peu drôle. Mais
Pour une marque de spiritueux, honnêtement, sachant que déjà, il ne faut pas cibler les mineurs. C'est un peu... donc je sais pas. T'y crois, toi? Non, enfin... Après, il ne faut pas être un vieux con. Il faut rester ouvert parce que ça se trouve dans 5 ou 10 ans, ça sera le truc. Tu as probablement un gros souci de ciblage. Et je pense, faut être, si vous êtes une marque, faut être très vigilant là-dessus parce que autant sur certains réseaux, on peut très facilement cibler, autant là, je ne sais pas si c'est le cas. Et sachant que c'est une audience beaucoup plus jeune que d'autres réseaux, attention. Pour moi, ça fait sens que le monde soit sur TikTok pour éviter la désinf, pour faire attention à tout ce genre de problème. Mais c'est un autre problème. C'est pas le carcan de la boisson. C'est pas à part Coca, tu vois. Et toujours, Coca, Red Bull, tout ça. Toujours sur les tendances, j'ai vu sur ta page Now que tu t'intéressais aussi peut-être à tout ce qui est lié au cannabis. Et ce que tu vois, parce que moi je lis beaucoup de trucs qui ont l'air, je sais pas, aux États-Unis, ça a l'air d'être un truc vachement à surveiller, que Pernod Ricard, Diageo, ils ont tous investi dans des boîtes qui, de plus ou moins loin, sont dans ce business. Là, je relayais sur Disty News une news sur Monster Energy qui peut-être fusionnerait avec Constellation Brands, et il s'avère que Constellation Brands a investi dans un truc qui fait du CBD au Canada, enfin bref, et qu'il y a des ponts comme ça. Du coup, je sais pas, est-ce que toi tu vois ça dans les tendances aussi à surveiller? Oui, évidemment, j'ai oublié ça, mais dans les tendances, il y a effectivement le CBD. J'ai beaucoup de gens qui me contactent à propos du CBD aussi. Je fais un peu le lien avec les spiritueux, avec l'alcool, parce que il y a un peu une réminiscence avec le côté tabac, alcool-tabac. Donc, du coup, ça fait sens de travailler aussi en tant que designer spiritueux. Ça fait sens de travailler avec des marques de cannabis, de CBD, etc. Ce que je trouve plus ambigu, c'est que maintenant, c'est fou, en fait. Jamais, il y a 10 ou 15 ans, tu aurais pu mettre le mot cannabis sur ton site français en ayant peur de te faire tacler ou quoi. Et là, le monde est dingue. En fait, tu te dis, allez, c'est parti. Je travaille pour des marques de cannabis, je fais du CBD. Alors, faire attention, au Canada, aux États-Unis, c'est directement du THC, même en Suisse d'ailleurs. Donc là, pour le coup, c'est légalisé, c'est beaucoup plus. Mais du coup, ça fait penser à d'autres questions. Est-ce qu'un jour ils vont pas légaliser ça en France, etc. Et en tout cas, il y a une vraie tendance qui arrive. Alors, pareil, c'est au premier qui va se lancer dedans qui va peut-être réussir ou pas. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée au-delà. Il faut pas que ce soit opportuniste comme tout. Et là, tu es revenu d'Hawaï avec un petit flacon de CBD à se mettre sous la langue, là, sublingual. Bon, honnêtement, à part ce petit goût de weed que tu as en arrière-goût, le truc, je sais pas, je le prends, je me dis, allez, je vais essayer 2 gouttes avant de dormir et tout. Honnêtement, ça me fait rien, quoi. Enfin, je sens pas que ça m'apaise, je sens pas que ça me calme, etc. Donc, je suis dubitatif sur le fait que rajouter du CBD dans une bière ou dans un breuvage ou dans un vin, j'ai vu qu'il y avait des vins là, qui sortaient ça. Ah, ok. Je demande à voir et interviewer des personnes autour de ça pour apprendre des choses. J'avais interviewé Baga Boisson qui faisait une boisson au cannabis, mais sur le côté apaisant, pour moi, il vaut mieux se faire une petite médite de 5 minutes par jour plutôt que de boire un truc au CBD, tu vois, dans l'idée. Donc, ça va être mon combat à moi, tu vois. Ok, bon, on arrive. Ah bah toi, t'es sans alcool, moi je suis sans cannabis. Enfin, sans CBD. On arrive au bout. Peut-être une petite question plus perso. Plus perso. Avec le recul, si tu devais te donner un conseil au toi d'il y a 10 ans, quel serait ce conseil? Ça serait pas un, ce serait 1000. Mais me spécialiser, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire assez rapidement. La spécialisation qui est très importante, bien qu'au début, quand tu te lances, il faut écumer les projets, il faut en faire plein pour savoir vraiment ce qui te parle à toi et qui t'as envie de servir comme personne. Mais pas beaucoup de
2 projets sur ton portfolio, mais des projets efficaces. Genre 3, ça suffit, pas besoin d'en avoir 15. La spécialisation et l'ego à la poubelle. Et éviter de trop penser à soi et plus penser à son client pour éviter de le blâmer plus tard pour chaque action de merde qui peut se passer dans ta relation avec lui. Et j'avais autre chose en tête. Je me rappelle plus. Mais je crois que la spécialisation... l'idée de se nicher assez tôt, qui est probablement un bon conseil pour... Au bon moment. Okay. Et dire non. Dire non. C'est peut-être le premier conseil. Dire non quand ton instinct te dit que ça va pas le faire. Même si tu es un petit peu dans la dèche, il vaut mieux refuser un projet qui va aboutir à un échec pour toi, pour le client, à une perte de temps, à une prise de tête. Donc, plutôt dire non à ça. Et du moment où tu dis ton premier non, après, tu en dis de plus en plus et tu te sens beaucoup mieux parce que tu gardes que des projets dans lesquels tu as de la conviction et sur lesquels tu peux t'éclater. Donc, dire non, c'est quelque chose d'assez important, quoi. Donc, et éviter le syndrome de l'imposteur, parce qu'on a tous quelque chose à donner et on est tous bons dans quelque chose. Donc, essayer de lutter contre le fait que mais j'ai pas assez d'expérience, je vais pas y arriver, etc. Par pitié, essayer de lutter contre ça parce que ça peut détruire une carrière au final. Donc, voilà. Ensuite, tu m'avais posé cette question la semaine dernière. Je te la repose. Un bouquin que tu conseillerais là, sans hésiter, Win Without Pitching, Manifesto de Blair Enns. Blair Enns. NNS, yes. Win Without Pitching, c'est vraiment c'est une bible avec des commandements pour toute entreprise créative qui voudrait réussir dans le milieu. Donc ça, c'est en anglais, mais c'est à lire. Et donc là, tu as Tahiti et juste Next Step, donc tu vas rentrer en France début d'année prochaine, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc pour tous ceux qui sont frileux de travailler avec moi parce que je suis à l'autre bout du monde, au final, je reviens en France et à Lyon particulièrement aux alentours de février-mars 2022. Ok, et donc d'ici là, si les gens veulent te suivre, où faut-il aller? Eh ben, ils peuvent me suivre sur blacksounds avec un S design.com où vous tapez tout simplement Studio Black Sounds sur Google. Donc ça, c'est pour la partie des marques bien établies pour du rebranding essentiellement. Si vous êtes une start-up génération Z, porteur de projet, créateur, etc., entrepreneur, c'est plus superpotion.fr sur lequel je vais mettre en place très prochainement 3 offres différentes de consulting, de workshop, etc., pour arriver au mieux à piocher suivant quel budget vous avez et quelle volonté, quels objectifs vous avez. Et superpotion.fr/podcast, vous pouvez retrouver tous les podcasts de Superpotion, également sur Ocha, c'est la plateforme du podcast. Donc voilà, et dernier lien, peut-être 366canneschallenge.com, c'est là où j'avais fait toutes mes canettes pendant un an, mes 366 canettes. Et voilà, Studio Black Sounds sur Instagram. Et je pense qu'on est à peu près bon. Ça fera beaucoup de choses à retenir sinon. Parfait. Bah, dans tous les cas, on va mettre tous les liens en commentaire. Donc, si vous voulez aller creuser tout ça, vous aurez toutes les ressources, évidemment. Et voilà, c'était donc Ludovic Mornan pour The Bottlefield Show. Si cet épisode vous a plu, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à repartager. Si vous découvrez que maintenant, bah écoutez, il y a eu 11 épisodes jusque-là, donc vous pouvez les retrouver sur le site bottlefield.co, sur cette chaîne YouTube et aussi sur vos plateformes podcast préférées. Voilà. Et n'hésitez pas à revoir l'épisode sur Fred aussi, sur Distill News. Voilà. Et sur sa vie plus personnelle. Et voilà, puis j'en profite, si vous avez tenu jusque-là et tout, je vous en félicite. On va essayer de faire un épisode live le 16 décembre prochain, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc si ça vous botte, pareil, notez ça dans vos agendas, ça serait 19h-20h environ, heure française, je précise.
Et voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à relayer, pas à vous inscrire encore, mais enfin voilà, on en reparlera d'ici là. Si vous avez des thèmes en tête, etc. Ouais. Exactement. Vous serez informés. Si vous avez des questions, préparez-les. Ça peut être cool. Merci beaucoup. Parfait. Ciao. À plus, Fred. Ciao.